Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil exécutif, chers collègues. La première intervention de notre collègue et ami Pierre-Jean Luciani, même si on pouvait un petit peu s'y attendre, a quelque peu surpris, puisque, au lieu, mais c'est son droit le plus absolu, de se concentrer peut-être sur le budget de la collectivité de Corse, ça a été plutôt une mise en valeur de l'exécution des budgets du conseil départemental de A, qui était d'ailleurs un budget, une collectivité qui était bien mieux gérée que ce qu'on a voulu le dire parfois. Mais les éléments qui ont été évoqués, notamment les éléments de comparaison, ne me paraissent pas les plus à propos, d'autant que lorsque l'on commence à comparer les chiffres, on peut partir dans des lectures qui peuvent nous amener très loin. On pourrait dire que les frais de personnel que constituent ceux amenés par une collectivité n'ont rien de comparable avec ce qu'apportent d'autres collectivités. Donc on peut parler des ressources, mais on peut également parler des dépenses induites. On peut parler du patrimoine immobilier transmis à la nouvelle collectivité de Corse, qui, je crois, là encore, n'est en rien comparable. On peut parler d'un département qui compte 124 communes face à un autre département qui compte 236 communes. Mais j'ai envie de vous dire que le périmètre qui m'intéresse, moi, c'est celui de la Corse et non pas celui d'éventuelles querelles du passé. Alors, je voudrais, moi aussi, Monsieur le Président, saluer le travail des services. Vous avez bien fait de le rappeler. C'est toujours un exercice très compliqué. C'est un exercice particulièrement compliqué cette année parce que, eh bien, en même temps, il y avait en effet un débat institutionnel qui nous a tous beaucoup occupés, peut-être un peu trop parfois. Il y a la constitution de la collectivité unique et la mise en place d'un budget qui se veut un budget de transition ou un budget d'ambition. On le déclinera peut-être un peu plus tard au fil des discussions. Je veux retenir, Monsieur le Président, les propos que vous utilisez, notamment dans votre introduction, et vous dire que lorsque vous soulignez les principes de démocratie, de transparence, de volonté de co-construction, d'équité, ce sont des principes que nous partageons tous ici, à n'en point douter. Et je peux vous dire que, comme d'autres, pour ce qui me concerne, dans la collectivité que j'ai eu l'honneur de gérer, je ne les ai non seulement affichés, mais je les ai mis en œuvre. Et lorsque je dis je les ai mis en œuvre, ça s'est concrétisé immédiatement par des décisions qui ont prouvé la confiance que j'accordais notamment à des agents dont je savais pertinemment qu'ils ne partageaient pas forcément notre lecture politique de la situation et qu'en aucun cas ils n'ont été lésés. Il en a été de même pour les élus de cette assemblée que j'avais l'honneur de présider et dans laquelle nous avons partagé de la manière la plus équitable possible les responsabilités. Alors si on devait s'en tenir, Monsieur le Président, à votre introduction, on retiendrait presque que rien, ou presque rien n'a été fait précédemment, en tout cas au cours des dernières décennies, et le peu qui a été fait aurait été mal fait. Je vous le disais, je fais partie avec nombre de nos collègues ici présents et d'autres qui ont travaillé, beaucoup travaillé honnêtement, consciencieusement, efficacement, au service de nos institutions et au service de la Corse. Alors le dénigrement que certains entretiennent savamment et de manière très récurrente a, je crois, pour effet de déviser notre société et elle a plus besoin de solidarité que de division. Alors je dis à celles et ceux qui, au lieu de vouloir créer les conditions d'une Corse sereine et apaisée, d'avoir peut-être une autre approche de ce que doit être la construction de cette société à laquelle nous aspirons tous. Je vous le disais, donc, nous n'avons pas à rougir de notre travail. Nous n'avons pas besoin de le comparer à celui d'autres collectivités, parce que je crois que la qualité du travail rendu se suffit à lui-même et nous n'avons pas de leçons de morale à recevoir comme ça se produit quelquefois. L'équité, l'ouverture, ça se pratique,
ça s'expose, mais ça se met surtout en valeur au quotidien. Vous avez de la même manière, Monsieur le Président, évoqué un certain nombre de ratios de référence. Dois-je rappeler, et là encore sans comparaison, que ceux du Conseil départemental de Haute-Corse étaient en tout point conformes et qu'ils contribuent positivement à la structuration de notre nouvelle collectivité, en tout cas dans son articulation budgétaire, et je vous remercie d'ailleurs de l'avoir souligné, même si tout n'était pas parfait, j'en conviens, et j'ai, comme vous, eu à gérer des emprunts que peut-être j'aurais moi-même contractés à l'époque, dans les conditions qui étaient celles de l'époque, qu'il a fallu, mais on y reviendra, gérer par la suite. Nous voulons, Monsieur le Président, autant que quiconque, que la Corse réussisse, qu'elle permette à ceux qui veulent y vivre, à nos enfants, à nos aînés, à tous ceux qui veulent s'y installer, qu'ils puissent vivre dans une terre de solidarité, de prospérité, de respect, d'équité, puisque le mot revient très souvent. Ce budget, Monsieur le Président, est préparé sur la base des budgets des 3 collectivités. C'est logique. Il intervient en cours d'année, mais c'est, je crois, une habitude pour la collectivité de Corse. Là, il intervient en cours d'année parce qu'il succède en effet au budget des 3 collectivités. J'ai envie de vous poser une première question, mais j'espère que la réponse est pratiquement dans la question. Est-ce que ce budget a bien été préparé à partir des comptes administratifs 2017 et du taux réel de consommation des crédits ventilés par les services? Vous évoquez le débat d'orientation budgétaire avec ses analyses fines, je le rappelle, parfois erronées, des comptes des 2 conseils départementaux. Je rappelle aussi que le cabinet de service a été beaucoup moins fin sur les comptes de la CTC, mais ce débat a eu lieu. Je vous concède aussi qu'il y ait eu des engagements qui impactent la construction du budget de cette nouvelle collectivité. Comme il y a des contraintes, il y a aussi des éléments positifs qui ont facilité cette construction, et on en a évoqué quelques-uns, y compris ceux présentés par notre collègue Pierre-Jean Luciani. Vous n'hésitez pas à reprendre à votre compte les actions qui ont été engagées par d'autres depuis longtemps. On ne vous reprochera pas cette continuité. Comme la mise en place de la collectivité unique est un chantier complexe, la construction du premier budget de transition, est un exercice difficile. Je vous invite à l'exécuter avec les valeurs que vous affirmez vouloir mettre en avant, en tenant compte aussi des attentes de nos élus, des acteurs économiques, de nos agents, de l'ensemble des citoyens. Alors j'évoquais les éléments positifs. Je préfère toujours voir le verre à moitié plein. En ressources, je rappelle que les 2 départements apportent près de 500 millions d'euros, soit 48% des recettes de fonctionnement, sur 1 049 000 euros. Si l'on tient compte des recettes fiscales exclusives de l'ex-CTC, taxes sur les cartes grises, TVA, DCT, elles représentent 380 millions d'euros des recettes totales, soit 36,47% de ces recettes totales. Et vous voyez que si l'on extrait de ces recettes exclusives les recettes réelles de l'ex-CTC, on se rendra compte qu'elles seront de 208 782 631 euros précisément, donc sur une recette totale de 580 millions d'euros charondus. Alors on peut souligner également que dans les recettes exclusives de l'ex-CTC, les 187 millions d'euros de la DCT ne font que transiter sur les comptes. Ils servent ainsi opportunément, mais comme en d'autres temps d'ailleurs, d'amortissement de trésorerie pendant 8 mois à la collectivité. Donc on peut dire que les 2 départements apportent la plus grosse part de recettes de fonctionnement. On peut bien sûr s'interroger en pourcentage combien représentent les dépenses de fonctionnement de ces 2 collectivités dans le budget de la CDC. On peut aussi le comparer
au coût de fonctionnement des agences et offices, toutes choses égales par ailleurs. Vous analysez la part des ressources régionales, sauf erreur de ma part, à 57% contre 43% pour les conseils départementaux, 649 millions d'euros contre 491, recettes d'investissement comprises, je précise. C'est une présentation habile, car, là encore, si on extrait les 187 millions de la DCT, somme que l'État verse, on ne le souligne pas assez, pour le handicap de l'insularité, cette recette étant normalement affectée à l'OTC, il reste de l'ex-CTC 462 millions d'euros, soit 30 millions de moins que les deux conseils départementaux. Vous voyez qu'on peut faire dire aux chiffres des choses un petit peu différentes, en tout cas de les lire de manière différente. Dans les éléments de contrainte que vous évoquez, il y a bien sûr la sortie des emprunts toxiques. Et je crois, même si moi comme d'autres, nous n'étions pas concernés par la gestion de cette période, je pense que l'on peut affirmer que la mandature Jacob y a eu raison de réaliser cette opération de sortie des emprunts toxiques. Et le différentiel que vous faites apparaître de 53 millions d'euros apparaît important s'il est lu brutalement. Je rappelle qu'il est compensé annuellement et qu'il permet surtout de conserver une annuité constante qui est supportable, puisque les ratios que vous nous avez présentés le confirment pour notre nouvelle collectivité, alors qu'il se serait envolé. Pour les emprunts toxiques du Conseil départemental de Haute-Corse, permettez-moi de revenir un court instant, Monsieur le Président, pour vous confirmer deux choses. Tout d'abord que la négociation avec la SFIL avait bien fait l'objet, mais nous nous en sommes entretenus déjà par le passé, d'une négociation ayant conclu à un accord avec une réserve, je vous le rappelais, c'est l'intervention du fonds de soutien, comme s'y était engagé le ministre Darmanin. Les contacts que moi j'ai repris, mais que j'imagine vous aussi vous avez pu reprendre, confirment, ou en tout cas doivent confirmer cet engagement du ministre. En tout cas, les derniers échos que j'ai et qui datent d'il y a peu de jours le confirment. Et s'il fallait également souligner la pertinence du recours introduit par le Conseil départemental de Haute-Corse contre la SFIL, ex-Dexia, au moment donc où les emprunts commençaient à présenter un véritable danger, il y a depuis le 24 mai un arrêt de la Cour de cassation concernant la commune de Saint-Dié qui justement condamne, enfin en tout cas casse un arrêt d'une cour d'appel qui avait débouté la commune de Saint-Dié dans son recours. Vous voyez, les éléments en la matière sont utiles et sont, à mon avis, intéressants à utiliser. Concernant les opérations de ce budget, je ne vais pas rentrer dans le détail, d'autres le feront peut-être sur certains points. On peut relever qu'avec un PUI qui arrive en fin de vie, nous finançons des opérations d'investissement et vous prévoyez pour cela un emprunt de 116 millions d'euros, alors que je crois que nous remboursons 95 millions d'euros, sauf erreur de ma part, par an. Donc nous augmentons la dette de la collectivité de 21 millions d'euros, 21,7 millions pour être plus précis, c'est important, même si les ratios des régions semblent nous positionner toujours dans un cadre acceptable. Mais je crois que la Chambre régionale des comptes évoquait, il y a un certain nombre d'années, un montant à ne pas dépasser de 500 millions. Il faut nuancer ce montant par le fait qu'aujourd'hui, il y a 3 collectivités au lieu d'une. La question que je me pose sur l'importance de cet emprunt, et vous me direz sans doute qu'il est prévu, il n'est pas forcément mobilisé, ou en tout cas pas dans sa totalité. Je ne voudrais pas que cet emprunt ait été prévu par un manque de volonté de maîtriser ou de ramener certaines dépenses qui sont proposées ou qui peuvent être
proposées par certains services. Il est facile quelquefois de prévoir ce type de recettes pour ne pas avoir à arbitrer et à déplaire. J'espère que ce n'est pas cette démarche-là qui aura prévalu. Alors en matière de dépenses, le président Luciani l'a rappelé tout à l'heure, à quelque chose près, nos chiffres varient, 72% des dépenses totales en fonctionnement, 28% en investissement, notamment dans les dépenses réelles. C'est une prévision. On sait que les dépenses réelles de fonctionnement, elles, seront véritablement réalisées, au moins à hauteur de 95 ou de 97%. Pour l'investissement, nous sommes déjà en milieu d'année et si on obtient ou si on atteint 40% de réalisation hors emprunt, ça me paraît déjà un exercice particulièrement avéré. Vous affichez une augmentation de 1,49% de dépenses de fonctionnement en volume. J'avoue que, mais je ne suis pas suffisamment expert sans doute, ne pas avoir compris comment ces 1,49% se répartissent entre les différents chapitres, mais je vous avoue aussi que la comptabilité des départements était, la nomenclature était somme toute différente et ça peut expliquer aussi ma méconnaissance, mes insuffisances en la matière. Je rappelle, comme évoqué lors du débat d'orientation budgétaire, que malgré les conseils de votre partenaire de service, le cabinet Koffler, qui vous accompagne donc depuis de très nombreuses années, vous refusez la contractualisation avec l'État, pourtant peut-être sans risque, si l'on se réfère à la trajectoire vertueuse dans laquelle vous souhaitez que la collectivité soit engagée. Alors, sans entrer dans le détail, chapitre par chapitre, on peut néanmoins relever quelques points qui apparaissent saillants. Le coût des fonctionnements lié à l'action économique qui est confié au satellite de la Caisse des dépôts et consignations représente un peu plus de 30 millions d'euros, 4% du budget de fonctionnement. Alors que l'investissement, qui est la clé de voûte du développement économique, ne représente qu'un peu plus de 42 millions d'euros en crédit de paiement. En rappelant une nouvelle fois que les CP en matière de fonctionnement seront consommés et tels qu'ils ont été prévus et pas ceux en matière d'investissement. Alors je crois qu'il faut peut-être réfléchir aux différents coûts de fonctionnement de notre collectivité. C'est probablement un enjeu majeur qui aujourd'hui doit être prise en compte par la nouvelle collectivité. C'est sans doute l'occasion aussi de le faire. On doit donc réfléchir à ces différents coûts de fonctionnement. Je crois qu'il y a un tableau détaillé par compétences politiques et par axe qui peut être très instructif. En tout cas, on doit s'en inspirer pour mener cette réflexion. Et comme je vous le rappelais, donc, réfléchir sur l'incidence financière des satellites, dont on saluera le travail, bien sûr, des agents, mais dont la masse de production pourrait être, peut-être, plus intéressante pour la collectivité, eu égard à ce qu'ils représentent. Alors, pour conclure, et en vous priant de m'excuser d'avoir peut-être été un peu long, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, notre groupe, comme vous le savez, n'a pas souhaité s'inscrire dans une démarche d'opposition systématique, dogmatique, voire démagogique. Nous préférons une démarche constructive parce que nous considérons que nous sommes ici tous au service de la Corse. Nous ne constatons pas, hélas, un partage de ces valeurs, bien loin des effets d'annonce. Le constat actuel devrait nous amener à nous prononcer défavorablement. Dans ce qui est un budget certes contraint, mais aussi un budget qui pourrait être aussi considéré d'affichage, nous aurions pu tout simplement voter contre également, ne serait-ce que par ce refus de la contractualisation qui permettrait de mieux négocier les dépenses neutralisables dans le cadre
de la dite contractualisation et sans doute sur d'autres sujets. Je crois que c'était peut-être l'occasion de renouer avec l'État un débat plus constructif que celui dans lequel nous sommes aujourd'hui enfermés et qui n'est pas très profitable à la Corse. Et j'avoue que les approches peuvent être analysées de manière différente et tout ne nous satisfait pas pour autant dans les deux approches qui sont menées. Nous espérons, Monsieur le Président, que vous saurez revoir cette position qui, je le rappelle, vous est conseillée par votre cabinet de service. Alors, sur ce principe espéré d'amélioration des relations avec l'État et qui est dans l'intérêt de la Corse, le groupe Anda Perdoman ne votera pas ce budget, mais il s'agit d'un budget de transition, d'un budget qui doit prendre en compte un certain nombre de contraintes. Aussi, d'ores et déjà, je peux vous annoncer, Monsieur le Président, que le groupe Anda Perdoman s'abstiendra. Merci.